Bien, donc on va parler de souveraineté économique et de souveraineté numérique. Ce terme de souveraineté économique a été beaucoup caricaturé, notamment dans un rapport récent encore, mythe du potager, autarcie, etc. Protectionnisme, repli sur soi, etc. etc. Et puis en ce moment, il est en train de revenir un peu à la mode parce qu'on se rend compte que quand même il a une vraie raison d'être. Et à vrai sens, une vraie signification. Mais en même temps, on ne sait pas trop comment on l'utilise. Il manque vraiment d'ossature et de doctrine. Ce qui est vrai, c'est que la souveraineté économique, quelque part, ça veut dire une certaine autonomie. On ne parle pas d'indépendance parce qu'on ne peut plus être indépendant dans un grand marché mondialisé, mais une certaine autonomie. Et quand on parle d'autonomie, on parle forcément aujourd'hui de l'énergie de notre siècle qui est la donnée. Et c'est donc pour ça qu'on arrive à la notion de souveraineté numérique qui est très liée aujourd'hui à la notion de souveraineté économique. C'est pour ça qu'on parle des deux en même temps. Puisque autant au XXe siècle on avait l'énergie fossile, etc. On l'a encore, mais aujourd'hui l'énergie vraiment qui monte, c'est la donnée. Et donc la souveraineté numérique ou l'autonomie numérique est quelque chose qui devient de plus en plus important. Alors tout ça pourquoi ? Tout ça c'est pour avoir, la souveraineté économique c'est pour avoir de la souveraineté. C'est-à-dire avoir un certain pouvoir sur le territoire, sur son territoire, quand on est un gouvernement et un peuple démocratique. C'est la faculté de pouvoir décider politiquement seul et de ne pas être assujetti à d'autres puissances pour ce faire. Et c'est certain que si votre économie est dépendante des autres, vous allez être assujetti politiquement aussi. Donc l'autonomie stratégique, ou la souveraineté économique, c'est le fait de pouvoir choisir ses dépendances. On ne sera jamais indépendant, je répète, mais il faut pouvoir choisir ses dépendances. Alors, comment on fait ? Parce que ça, c'est des grands principes, mais après, il faut avoir des critères. Et c'est bien ce qui manque en France, on n'a pas de doctrine. Soit on ridiculise la notion, soit on l'utilise de manière erratique. Enfin, je ne parlerai pas d'un certain groupe alimentaire qui n'était pas vraiment stratégique. Et donc, il faut déjà serrer un peu quels sont les premiers besoins de la population. Les besoins évidemment les plus élémentaires, les besoins de nourriture, d'alimentation, de l'agriculture, les besoins, tout ce qui relève des biens communs, l'eau, l'électricité, les ports, les aéroports, l'énergie quand même, et le nucléaire, et aujourd'hui donc l'énergie de la donnée. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se demande déjà qu'est-ce qu'on a comme capacité dans ces domaines-là chez nous. Quand on en a, on ne les laisse pas partir. On essaie de les garder. Par exemple, on ne laisse pas partir Alstom, on ne laisse pas partir Technip, on ne laisse pas partir Alcatel dans les télécommunications. On ne laisse pas partir, pour l'instant c'est pas le cas, mais on ne sait pas, c'est encore en route, Airbus, etc. etc. Donc on les garde et on essaie de les développer. Ensuite, quand on ne les a pas chez nous, on essaie de voir comment on peut être approvisionné correctement. Donc quand on ne peut pas, il faut éviter d'avoir un seul fournisseur. On essaie d'avoir 2, 3, 4 fournisseurs. Et ensuite, on essaie de garder aussi non seulement ce qui est utile aujourd'hui, mais ce qui va être utile demain. C'est-à-dire quand on a une avance technologique très importante, comme on a par exemple sur l'ordinateur quantique, dans certains domaines, on est très bon dans certains domaines, et on ne laisse surtout pas nos grandes entreprises ou les PME qui sont sur le secteur, les startups, et encore moins les chercheurs, partir. Alors vous allez dire, ouais, mais tout ça c'est antilibéral, etc. etc. Non, pas du tout. C'est le jeu normal des puissances dans le grand marché. Les États-Unis sont les premiers à avoir cette sécurité économique, et ils ont bien raison, ce qui ne les empêche pas de pratiquer le libéralisme. Enfin, ils aiment bien que les autres le pratiquent et eux un peu moins. La question, c'est aussi que la souveraineté économique aujourd'hui, ça n'est pas seulement un problème entre États. Ce n'est pas seulement la France versus les États-Unis ou la Chine, etc. C'est la France versus les grandes puissances privées. Alors bien sûr, les GAFAM, tout le monde y pense, mais pas seulement. Les grands fonds qui sont beaucoup moins réglementés, par exemple, que les banques. On parle toujours des grandes banques, mais les fonds n'ont quasiment aucune réglementation, etc., etc. Et la souveraineté économique, ça doit aussi se protéger vis-à-vis de ces gens-là. Alors vous allez dire, mais c'est difficile, etc., etc. Oui, si c'était facile, ça se saurait.
Mais peut-être que dans certains cas, il faut aussi savoir se grouper entre États qui partagent un peu les mêmes idées. Je pense au sein de l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas très avancée. Il y a des avancées en Union européenne, il y a eu quelques directives qui ont été prises pour développer une certaine souveraineté entre guillemets européenne. Enfin, on n'en est pas du tout, on n'est pas très avancé. Et donc, l'idée, c'est aussi peut-être de coopérer entre États qui sont sur la même ligne sur certains sujets, ce qu'on appelle les coopérations renforcées, pour pouvoir être fort sur certains sujets, et notamment par rapport aux grandes puissances privées. Et je voudrais ajouter que la souveraineté économique, c'est un concept très politique en réalité, et qui demande déjà d'en être convaincu. La première gérée des souverainetés, c'est celle des cerveaux. C'est-à-dire si les décideurs eux-mêmes, nos propres élites, ne sont pas convaincus qu'on doit protéger nos actifs et qu'on doit développer aussi notre autonomie, eh bien, je pense qu'on n'aura aucune chance de le faire. Ce n'est pas les autres qui vont nous aider à nous développer. J'ajoute bien qu'on n'est pas du tout, moi je ne suis pas du tout sur une optique repliement et on ne donne rien aux autres. Hein. On a des échanges, mais on essaie d'avoir des échanges intelligents, en réciprocité, et de garder nos assets, comme on dit en anglais, nos actifs vraiment les plus importants, de les garder, comme font toutes les puissances dignes de ce nom. Et donc je disais que c'était très politique, parce que c'est vrai que si on était... et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mal à la mettre en place, parce que c'est vrai que si on était dans l'optique d'un grand marché totalement libéré, avec une disparition des États-nations, on n'aurait plus cette question de la souveraineté. Et certains sont sur cette ligne-là. Un grand marché avec au-dessus des organismes supranationaux, des grandes puissances privées qui réglementent, qui régissent de plus en plus le régalien, avec des GAFAM, etc., qui rentrent sur des sujets comme l'éducation, comme la santé. En France, et le Health Hub qui a été confié à Microsoft, les données à BPI qui sont gérées par Amazon Web Services, etc. etc. Bon, ça pourrait très bien, on pourrait très bien dire que toutes ces activités qu'on considérait nous comme régaliennes, l'éducation, on voit aussi, on pourrait très bien dire que toutes ces grandes puissances privées vont s'en occuper. Bon, seulement quid du bien commun, quid de tout ce qui est équité, etc. On n'en est pas sûr. Donc c'est pour ça que la question de la souveraineté est une question éminemment politique. Et que si on veut, nous, avoir une souveraineté en France économique digne de ce nom, il faut aussi qu'on essaie de faire un peu d'influence sur ces concepts-là au sein des instances internationales, au sein de l'Europe et auprès des pays amis. Je voulais quand même soulever que qu'on appelle la gouvernance mondiale dans les années... vous savez, le concept de gouvernance mondiale, il est né en fait dans les années 75 à 80, 1900, dans des think tanks américains, notamment la Rockefeller Foundation. Et un de ses promoteurs, c'était Jim O'Neill, qui a ensuite travaillé avec la conférence de Stockholm sur le développement durable. Une de ses idées, c'était on va faire en 2012 un Earth Council, un conseil de la Terre au niveau mondial. Et c'est pour ça que le développement durable va être réparti. Chacun, les entreprises, les ONG, tout ça vont s'en occuper. Il n'y aura plus besoin vraiment d'État et on aura un Earth Council. Bon, il n'est pas arrivé en 2012, mais l'idée continue de travailler à un certain nombre de gens, et notamment des grands milliardaires, directeurs de fondations, etc. Voilà, donc je veux dire, c'est un concept éminemment politique et qu'il faut savoir aussi promouvoir et défendre. Sinon, on n'y arrivera pas tout seul. Alors maintenant, pour être pratique... mais c'est ce que je pense qu'il faut quand même avoir des concepts, des principes à la base. Voilà, à mon avis, les quelques choses qu'il faudrait faire. D'abord, il faudrait effectivement retrouver des objectifs de souveraineté nationale avec une liste d'activités et d'entreprises stratégiques, avec une doctrine et des critères. Deuxièmement, travailler à les avoir chez nous et, si possible, les partager avec des pays européens, donc exercer une certaine influence. Ne pas laisser partir nos excellents chercheurs, nos excellentes start-up. Et ne pas les laisser notamment aussi prendre en main et contrôler par des entreprises étrangères qui ne veulent pas forcément les enrichir, mais qui veulent utiliser leur savoir-faire et les récupérer. Il faut évidemment faire une politique d'intelligence économique digne de ce nom, c'est-à-dire anticiper. Il faut
bien regarder la réglementation de la collecte de données et pas seulement de la protection des données. Je pense qu'on est parti sur un mauvais trip là. C'est ce que dit, je sais pas, c'est pas moi, c'est Edward Snowden qui dit essayez de vous occuper un peu de la collecte des données, de limiter la collecte des données et pas vous occuper en aval, c'est trop tard quasiment parce qu'une fois qu'elles sont collectées, pour les protéger, c'est difficile. Donc peut-être que la France pourrait être leader sur ce genre d'idées. Essayez aussi, quand on a en France des potentialités de souveraineté économique, d'autonomie stratégique, de les développer et comment? Peut-être par des marchés publics au début pour les faire grandir, comme les États-Unis ont fait pour Google et pour tous les autres gens de la Silicon Valley. Se doter d'outils juridiques de protection contre les sanctions extraterritoriales et autres, qui, j'en ai pas parlé, sur le droit, avoir un droit robuste qui nous permette de nous défendre contre les attaques aux souverainetés. Et en conclusion, bien entendu, la chose importante pour aujourd'hui et pour l'avenir, c'est la formation des, entre guillemets, élites, enfin des gens qui auront à décider dans le privé, dans le public, partout. Et là, il faut absolument mettre des notions de géopolitique, d'intelligence économique, de sécurité économique bien comprises, et en tout cas de réalisme des relations internationales.